Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre, il y a le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec l'entreprise Roche-Beaubois, donc le spécialiste du meuble. On voit le cours de l'action a baissé de à peu près 20-25% depuis les plus hauts à 48 euros. Ouais, il y a les plus hauts à 52 euros. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On va regarder ça tout de suite. Commençons d'abord par le chiffre d'affaires. Donc on voit qu'on est sur une croissance médiane de 4,5%, avec une année 2023 qui s'est soldée par une croissance de 5%. On voit aussi que le chiffre d'affaires est assez cyclique, il y a des fortes variations. 2020 c'est soldé par une baisse du chiffre d'affaires, mais bon, ça on pouvait s'y attendre, vu les circonstances. On a eu 2 années de fort rattrapage en 2021-2022, normal, tout le monde avait des chèques pour pouvoir s'acheter des maisons et des meubles, ce qui a entraîné une forte inflation, et dès qu'on a un peu de pouvoir de fixation des prix, eh ben on peut répercuter la hausse des prix sur les prix de vente, donc ça c'est super. Le groupe fait également des petites acquisitions sur la période, à hauteur de 14 millions d'euros, ce qui est à mon avis pas très significatif, mais important à noter. Alors, on continue avec les taux de marge. Le taux de marge brut est à 62%, exactement sur la médiane 10 ans, en tout cas c'est pas une médiane 10 ans, mais depuis le début de la cotation. On voit que du coup l'entreprise a un avantage concurrentiel, et donc un avantage concurrentiel d'après Warren Buffett, c'est quand on est au-dessus des 60% de taux de marge brut. Et donc l'entreprise a un bon pouvoir de fixation des prix, donc ça c'est très intéressant. Comment est-ce que l'entreprise obtient cet avantage concurrentiel? Mais ça se comprend en lisant les rapports financiers. Si vous êtes intéressé à l'entreprise, je vous invite à lire le document d'enregistrement annuel où cette information-là se retrouve, et ainsi que la stratégie de l'entreprise. On voit que le taux de marge d'EBITDA, il est à un niveau assez élevé par rapport à la médiane, qui est de 9% à peu près. Actuellement on est sur du 10%. On a tapé des sommets à 13%, donc bonne efficience opérationnelle, ça c'est intéressant. Et le taux de marge net, il est finalement assez, il est parallèle au taux de marge brute, au taux de marge d'EBITDA en termes de variation. En absolu, on n'est pas sur un niveau très élevé. On est sur une médiane de 4,5%, actuellement on est sur du 4, presque du 5%, on a tapé les plus hauts à 7,3%. Donc là c'est plutôt pas mal. Ce qu'on voit, c'est que même si les taux de marge nets sont faibles sur ce type d'industrie, ce qui compte c'est la rotation d'actifs, est-ce qu'on arrive bien à gérer son stock et à faire tourner les stocks pour générer des bénéfices. Et on voit qu'en absolu on est quand même relativement éloigné du point mort, donc l'entreprise a peu de chance à mon avis de faire des pertes. D'ailleurs elle n'a pas fait de pertes sur la période, malgré cet écart pas si élevé que ça, mais on voit du coup que le management est compétent sur cette entreprise puisqu'il arrive à maintenir des taux de marge qui sont plutôt stables, voire en légère augmentation sur la période. Donc là-dessus, on peut voir déjà que c'est une entreprise qualitative, même s'il n'y a pas de fortes marges. On continue. En tout cas, le management est qualitatif. Continuons avec l'inversion des bénéfices nets en free cash flow. On voit que les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça c'est très intéressant, c'est très positif pour l'actionnaire quand ça se passe dans ce sens-là. Si on veut valoriser l'entreprise, il faudra utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, parce que les free cash flow représentent mieux la rentabilité réelle de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage? Déjà, on peut regarder ce qui se passe du côté du BFR. Donc on voit que le besoin en fonds de roulement a l'air d'être structurellement négatif depuis 2019. Donc ça c'est excellent. C'est-à-dire que l'entreprise a un pouvoir de paiement, de fixation des délais de paiement sur ses clients par rapport à ses fournisseurs. C'est-à-dire qu'elle se fait payer des acomptes, j'imagine, ou elle arrive en tout cas à se faire payer plus rapidement par ses clients que elle n'a à payer ses fournisseurs. Donc ce décalage de trésorerie lui est positif, ce qui lui permet de placer la trésorerie et de générer des profits financiers également. Donc ça c'est très bon. Et est-ce qu'en plus on arrive à augmenter cette situation, on a réussi à augmenter le besoin en fonds de roulement a varié négativement entre 2018 et 2022. Donc ça c'est très très bon. Alors que l'entreprise a été de plus en plus capable de négocier ses délais clients par rapport à ses délais fournisseurs, et du coup l'excédent de trésorerie généré lui a permis de faire des gains financiers. Donc très très intéressant. On voit que depuis ça s'inverse un petit peu. Bon ça peut être normal aussi. Il y a les stocks qui se sont bien allégés sur la période où tout le monde voulait des meubles, et puis là ça commence à remonter évidemment, puisqu'on commence à mon avis à accumuler des stocks. Donc ça c'est quelque chose à surveiller, comment le management voit l'évolution des stocks et l'évolution du besoin en fonds de roulement. Pour ce qui est la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow, eh bien donc ça peut expliquer une partie cette variation du besoin en fonds de roulement. Il peut y avoir d'autres dépenses non cash. Donc
Ça, c'est à vous de faire le taf dans le tableau de trésorerie pour bien comprendre où se trouve la différence, mais en tout cas, ça, ce décalage est positif pour l'actionnaire. Alors, on continue avec la rentabilité opérationnelle, donc on va prendre le ROIC, on voit qu'en médiane on est sur du 9,5 qui a un niveau très élevé, c'est-à-dire qu'en médiane, on est plus rentable que... la rentabilité est plus élevée que la croissance. À mon avis, c'est pas un marché qui croît à 10% par an, c'est un marché qui croît moins vite que ça, donc cet excédent entre la rentabilité et la croissance du chiffre d'affaires, bah c'est du cash qui va pouvoir être retourné aux actionnaires ou qui va pouvoir servir à faire des acquisitions. Donc très intéressant. On voit qu'en revanche cette rentabilité, elle était record sur la période pour les raisons qu'on sait, pouvoir de fixation des prix, forte demande, etc. Là c'est en train de se normaliser. Que dit le management sur cette rentabilité opérationnelle? Est-ce que ils vont réussir à la maintenir à ce niveau-là, ou est-ce qu'ils s'attendent à quelque chose de plus normatif qui redescendra peut-être vers les 5%. Ça c'est quelque chose à regarder par rapport à la stratégie et les prévisions du management. Mais ce qu'on voit ici, c'est quand même assez positif. Gardez quand même sous surveillance cette évolution. Maintenant, on continue avec la dette. Et là, c'est un point négatif sur le dossier. On voit que l'endettement net est très élevé, à plus de 3 fois les l'EBITDA, presque 4 fois les l'EBITDA. Pourquoi? On est sur une boîte qui a un besoin en fonds de roulement négatif. Pourquoi est-ce qu'elle est endettée? Est-ce qu'elle a fait une acquisition récemment pour acquérir des nouvelles parts de marché? Et est-ce que du coup ça a permis de générer plus de chiffre d'affaires? Donc comment s'est passée cette acquisition, s'il y en a une? S'il n'y a pas d'acquisition, moi je comprendrais pas pourquoi il y a de la dette. On voit que le free cash flow et la dette est à hauteur de plus de 4 fois les free cash flow, donc bon, ça c'est pas un problème très très important. C'est plutôt par rapport à l'EBITDA, pourquoi est-ce qu'on est à un niveau aussi élevé. Donc quel est le plan du management pour désendetter l'entreprise? Et ça serait, à mon avis, une priorité de l'allocation du capital. Regardons justement comment là, le capital est alloué par rapport au retour aux actionnaires, donc les free cash flow par rapport aux dividendes et aux actions. On voit que le dividende est à un niveau assez on va dire relativement élevé. On doit être à du un peu plus de 5%. Donc de tête, peut-être que je me trompe dans le calcul, mais j'ai l'impression qu'on est sur un niveau assez élevé du dividende, et que par contre on est à un peu plus de la moitié des free cash flow. Quelle est la politique de dividende du management? Est-ce que ils ont fixé un payout ratio alors par rapport au bénéfice net, mais ça c'est pas très important, ce qui est important c'est par rapport au free cash flow. Est-ce qu'ils veulent être au-delà de 50%? Est-ce qu'ils vont rester à ce niveau-là de ratio? Donc dans ce cas-là, le dividende n'augmenterait plus, mais il est déjà à un niveau assez élevé. Ou est-ce que ils veulent réduire ce payout ratio et tomber peut-être à la moitié des free cash flow, donc 18 millions, donc ce qui baisserait le rendement. Donc là c'est quelque chose à voir dans la politique de dividende du groupe. Et là on voit quelque chose d'autre qui est moins bien, c'est que on a dilué les actionnaires sur la période. C'est-à-dire qu'on a racheté les actions de 2022 à 2023, et puis là on s'est mis à les diluer. Toujours pareil, pourquoi? Est-ce que c'est de l'actionnariat salarié? En quel cas, rien à dire. C'est l'actionnariat salarié, c'est important pour fidéliser les actionnaires, les salariés, et pour pouvoir les impliquer dans la vie courante de l'entreprise et les garder sur le long terme. Donc ça, c'est pas un souci. Est-ce que c'est du management qui se prend des stock options? Ça c'est moins sympa. Et pourquoi est-ce que le groupe ne neutralise pas cette dilution? Surtout que on va regarder la valorisation de l'entreprise. Est-ce que la valorisation est attractive pour acheter des actions? Est-ce que la valorisation est attractive aussi pour rentrer sur le dossier? On voit qu'on est sur la médiane long terme de la valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 7, on est actuellement à 7. Donc il n'y a pas de décote en plus sur la valorisation. Donc ça pourrait mériter des rachats d'actions quand même parce qu'on a un niveau qui est en absolu assez faible. 7 fois c'est pas très élevé, à mon avis ce genre de dossier pourrait se traiter à 10 fois, mais il y a beaucoup de dettes, donc c'est aussi ça que pénalise le marché à mon avis. Conclusion du dossier Roche-Beaubois. Si vous connaissez bien le secteur, qui est à mon avis cyclique, ça peut être intéressant. Pour être sur un dossier tranquille où on se laisse porter, à mon avis on n'est pas sur un niveau de décote qui est assez intéressant. Le rendement du dividende m'a l'air assez intéressant tout de même, mais est-ce qu'il est durable à ce niveau-là? Ça j'en doute. Il va peut-être baisser parce que les free cash flow vont peut-être baisser également, puisque l'activité a l'air cyclique. L'entreprise a l'air quand même d'avoir un avantage concurrentiel, donc il faut bien comprendre d'où vient cet avantage concurrentiel, et ça en lisant les rapports financiers. Si vous faites une conviction sur ce dossier-là, ça peut être intéressant quantitativement. Il y a quelques points à surveiller, comme la dette qui est quand même assez élevée,
Et comme les dilutions, il faut comprendre pourquoi est-ce que le management dilue un peu ses actionnaires, et à quoi ça sert, cette dilution. C'est tout pour l'analyse de Roche-Beaubois. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.